Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre ombre et lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Aaron Ralston, l'homme qui a choisi de vivre. Imaginez-vous, vous êtes seul, vous êtes complètement seul, à 30 mètres sous la surface du désert, dans un couloir de roche si étroit que vous ne pouvez même pas écarter les bras. Il fait une chaleur accablante le jour, un froid glacial la nuit. Vous n'avez presque plus d'eau, presque plus de nourriture, et votre bras droit est écrasé sous un rocher de 360 kilos depuis maintenant 5 jours. Personne ne sait où vous êtes, personne ne viendra vous chercher ici, et vous commencez à accepter l'idée que vous allez mourir dans ce trou. Mais voilà ce qui rend cette histoire unique. Aaron n'est pas mort. Et la façon dont il a survécu va vous rester en tête longtemps après que vous aurez fermé les yeux ce soir. Pour comprendre ce qui s'est passé en avril 2003 dans un canyon perdu de l'Utah, il faut d'abord comprendre qui était Aaron Ralston. Parce que cette histoire ne commence pas le jour où le rocher lui est tombé dessus. Elle commence bien avant. Aaron est né le 27 octobre 1975 à Marion, dans l'Ohio. Enfant, il grandit dans une famille stable. Son père s'appelle Larry, sa mère Donna. Il déménage assez tôt au Colorado et c'est là que le jeune Aaron tombe amoureux de la montagne, du grand air, de la nature sauvage. Il est brillant à l'école, studieux, curieux, ambitieux. Après avoir obtenu un diplôme en génie mécanique de l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, il décroche un poste d'ingénieur chez Intel à Phoenix, en Arizona. Sur le papier, c'est une belle réussite, un bel avenir, une carrière vraiment tracée. Mais, à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Aaron s'ennuie. La vie de bureau ne lui correspond pas. Il ressent un appel presque viscéral vers les sommets, les canyons, les espaces infinis de l'Ouest américain. Alors en 2002, il prend une décision radicale. Il démissionne d'Intel. Il quitte tout. Il s'installe à Aspen dans le Colorado pour travailler dans un magasin de sport, tout en consacrant ses week-ends, ses vacances, chaque moment libre à l'escalade et à l'alpinisme. Son objectif personnel est de devenir le premier homme à gravir en solo les 53 14ers du Colorado en hiver. Ce sont les 53 sommets de plus de 14 000 pieds, soit plus de 4 200 mètres dans l'État du Colorado. Personne n'avait encore fait ça. Il voulait le faire seul en hiver. Alors Aaron veut vraiment être cette personne-là. Il avance vite, très vite. Il escalade sommet après sommet. Il est en forme. Il est expérimenté. Il est confiant. Peut-être un peu trop confiant. Car Aaron a une habitude qui va lui coûter très cher. Il part souvent seul, sans prévenir personne. Pas d'itinéraire laissé à un ami, ni à la famille. Pas de message, pas de plan B. Il aime ça, la liberté absolue. Il ne dépend de personne. Aller et venir comme bon lui semble. C'est une liberté magnifique jusqu'au jour où elle devient un piège mortel. Le jour qui a tout changé dans sa vie est le 26 avril 2003. À ce moment, Aaron a 27 ans. Il décide de partir explorer le Blue John Canyon, dans le sud-est de l'Utah, non loin du parc national de Canyonland. C'est un canyon de slot, un de ces couloirs de roches étroits et profonds sculptés par des millions d'années d'érosion. Certains passages mesurent à peine 1 mètre de large. C'est magnifique, sauvage, presque irréel. Aaron dort dans son camion cette nuit-là. Le lendemain matin, à 9h15, par une belle journée ensoleillée, il enfourche son vélo et pédale 15 km jusqu'à l'entrée du canyon. Il attache son vélo, prend son sac et commence à descendre dans les profondeurs. Dans son sac, il a un peu d'eau, environ 400 ml, quelques snacks, une lampe de poche, une corde, un appareil photo, une petite caméra vidéo et un canif multifonction. Pas de téléphone satellite,
personne n'a son itinéraire. Il descend dans le canyon, les parois se resserrent, la lumière filtre en minces rayons dorés. C'est superbe. Aaron progresse, saute d'un rocher en rocher et glisse entre les parois. Et puis, vers 14h45 environ, tout bascule en une fraction de seconde. Aaron, il descend dans la partie inférieure du canyon. Un rocher suspendu se décroche à ce moment. Le rocher écrase d'abord sa main gauche, puis écrase sa main droite contre la paroi du canyon. C'est le silence, puis il ressent une énorme douleur. Son poignet droit est coincé entre un rocher de 360 kg et la paroi du canyon. Il essaie de bouger. Il est impossible pour lui de bouger. Il tire, il pousse, il tord, il fait tout ce qu'il peut, mais rien ne bouge. Le rocher est massif, bien calé dans la fente de la roche. Et Aaron est coincé à 30 mètres sous la surface du désert et à 30 km de la route asphaltée la plus proche. Ce sera les 125 heures les plus difficiles de sa vie et il va survivre heure par heure. Les premières heures, Aaron tente tout ce qu'il peut. Il essaie de soulever le rocher. Impossible, 360 kg, c'est trop lourd. Il essaie de creuser autour de sa main avec un canif. La roche est trop dure. Il crie, il appelle à l'aide. Ses cris s'éteignent dans le silence du canyon. Personne ne l'entend. Peu à peu, la panique laisse place à une lucidité froide. Aaron est ingénieur, alors il réfléchit. Il calcule. Il inventorie ses ressources. Environ 400 000 litres d'eau, 2 barres de céréales, un peu de nourriture de randonnée. Avec un rationnement externe, peut-être qu'il pourrait réussir à vivre 4 ou 5 jours maximum. Il attend. Il espère que quelqu'un va passer à vélo ou que des randonneurs vont passer. Mais le Blue Jay Canyon est un endroit vraiment très peu fréquenté et personne n'est au courant qu'il est là. Les heures passent, le soleil tape en journée, le froid s'installe la nuit. Aaron urine dans sa bouteille vide pour réserver sa dernière eau. Il commence à rationner chaque gorgée. Après 2 journées passées à l'intérieur de ce canyon, Aaron commence à souffrir d'hallucinations. Il voit des choses, il entend des voix. Son esprit part à la dérive dans les moments les plus sombres. Il grave quelque chose sur la paroi du canyon, son nom, sa date de naissance et une date qu'il pense être celle de sa mort. Il parle à sa caméra, il enregistre des messages pour sa famille, ses amis, il fait ses adieux. Il pleure, il rit, il délire vraiment par moments. Le 4e jour, il est persuadé qu'il ne s'en sortira pas. Il grave son épitaphe au couteau sur le mur du canyon et avec sa caméra enregistre un message d'adieu destiné à sa famille et à ses proches. Il se souvient de chaque moment de sa vie, il pense à ses regrets, ses erreurs. Il se rappelle qu'il avait ignoré un appel de sa sœur juste avant de partir. S'il avait décroché, il aurait pu lui dire où il allait. Dans ces moments-là, Aaron comprend quelque chose d'essentiel sur lui-même. Il a été égoïste. Centré sur ses aventures, ses exploits, ses objectifs personnels. Il a négligé les gens qui l'aimaient. Cette prise de conscience dans le fond de ce canyon est peut-être aussi importante que sa survie physique. Et puis, rendu au 5e jour, quelque chose d'étrange se produit. Aaron a la vision d'un petit garçon de 3 ans et se convainc qu'il s'agit là de son futur fils, ce qui signifierait qu'il survivra à sa mésaventure. Cette vision lui redonne une raison de vivre, une raison concrète, charnelle, et il ne peut pas mourir ici. Cet enfant existe quelque part dans son futur, il doit l'atteindre. Et c'est à ce moment qu'il a une idée. À défaut de pouvoir trancher les os de son avant-bras au canif, il est en mesure de les casser, puis de couper la peau, la chair et les tendons autour de la fracture. Son canif est petit, la lame est émoussée. Il était aussi émoussé qu'un vieux peigne en plastique oublié au fond d'un sac à dos. Mais si l'os est cassé, il n'a plus besoin de le couper.
Il lui suffit de couper les parties molles autour. Aaron se prépare mentalement. Il respire, il pleure un peu, il regarde une dernière fois sa main droite, cette main avec laquelle il a escaladé des centaines de sommets, et il se met au travail. Animé d'un nouvel espoir, il procède aussitôt à l'amputation et au bout d'1 h et 5 minutes, il parvient à se délivrer du rocher où il laisse une partie de son intégrité physique. Il est seul, avec son canif émoussé, en se coupant lui-même le bras. C'est l'un des actes de volonté les plus brutaux jamais accomplis par un être humain. Aaron est maintenant libre, mais il est loin d'être sauvé. Il a perdu énormément de sang. Il avait perdu environ 25% du volume sanguin, ce qui est une quantité incroyable au niveau du poids, soit environ 18 kilos au cours des 5 jours horribles qu'il a vécu. Il doit encore sortir du canyon, et ce n'est pas une promenade. Avec son seul bras valide, il descend en rappel une falaise de 20 mètres de haut, puis commence à marcher dans le canyon. Il marche sous le soleil du désert, avec ce moignon qui saigne, enveloppé tant bien que mal dans ce qu'il a trouvé dans son sac. Et là, un miracle se produit. Après 6 kilomètres de marche, il rencontre une famille en vacances venue des Pays-Bas. Eric et Monique Major et leur fils Andy. Il lui donne de l'eau et de la nourriture et se précipite pour alerter les secours. Ils arrivent après avoir été alertés par la famille d'Aaron, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. Ils avaient commencé à chercher dans la zone du Canyonland. Aaron fut récupéré par un hélicoptère dans une zone dégagée du canyon. Il fut secouru environ 4 heures après avoir amputé son bras. La survie d'Aaron n'est pas la fin de l'histoire, c'en est presque le début. À sa sortie de l'hôpital, Aaron aurait pu mettre sa vie d'aventurier derrière lui, se reposer, choisir une vie plus calme, plus sûre. Il a fait exactement le contraire. Aaron vit aujourd'hui à Boulder, dans le Colorado. Il porte une prothèse sophistiquée et continue à pratiquer l'alpinisme avec la même passion qu'avant l'accident. En 2005, il réalise enfin son projet entamé en 1997 et repris après son amputation de devenir la première personne à gravir les 53 Fortners du Colorado en hiver et en solitaire, avec un seul bras et une prothèse. C'est un record du monde. En 2008, il participe à une expédition en Argentine et réalise l'ascension du mont McKinley, dont il redescend à ski depuis le sommet. En 2009, il traverse le Grand Canyon avec ses amis et gravit le Kilimandjaro en Tanzanie. Son accident a fait d'Aaron une célébrité. Il a commencé à apparaître dans de nombreux talk-shows et a prêté sa voix pour un épisode des Simpsons. Il a également commencé une carrière de conférencier motivateur, prenant la parole lors d'événements nationaux et internationaux. Il publie son autobiographie Between a Rock and a Hard Place, Entre un rocher et un endroit difficile, qui est un best-seller en 2004. Sur le plan personnel, Aaron rencontre Jessica Trusty à la fin des années 2000 et ils se marient en 2009. Ils ont un fils en 2010 et cette vision, ce petit garçon qu'il avait vu dans le canyon, s'était réalisée. Le mariage ne dure pas, le couple se sépare quelque temps après la naissance de leur fils. Aaron traverse des moments difficiles, mais il s'en relève comme il l'a toujours fait. Depuis son accident, il n'oublie jamais de laisser un mot précisant son itinéraire avant de partir. La leçon a été retenue. Aaron n'est pas un super-héros, ce n'est pas un personnage de fiction, c'est un homme comme vous et moi, intelligent, passionné, mais aussi imparfait, égoïste, par moments aveugle aux gens qui l'aimaient. Et c'est précisément pour ça que son histoire nous touche autant. Parce qu'au fond de ce canyon, seul, à l'agonie, il a regardé sa vie en face. Il a vu ses erreurs, il a compris ce qui comptait vraiment. Et au lieu de mourir avec ses regrets, il a choisi de vivre pour les réparer. Il a dit une phrase qui résume tout. On ne peut pas tenir le désespoir et la gratitude en même temps.
Dans ces moments les plus sombres, Aaron a choisi la gratitude et la pensée à son futur fils, à sa famille, à la vie qui l'attendait de l'autre côté de ce rocher. Et c'est ce choix-là, autant que son canif émoussillé, qui l'a sauvé. Voilà pour cette histoire. Je trouve que c'est une histoire qui montre à quel point le désir de vivre est très fort et peut nous amener à faire de grandes choses. Donc sur ce, je vous laisse en vous disant entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.